Bonsoir à chacun de vous et honneur à ceux qui sont à l'heure. Donc, je suis Sylvie Bretonne, déléguée générale de la Fondation Notre-Dame, et je suis très heureuse de vous accueillir ce soir pour cette dernière conférence du cycle des mercredis de Notre-Dame, qui a débuté en octobre dernier, alors que la cathédrale n'avait pas encore rouvert ses portes. Je suppose que vous êtes tous dans cette salle déjà allés visiter Notre-Dame donc depuis sa réouverture. 6 rendez-vous ont été organisés par la cathédrale Notre-Dame de Paris, le Collège des Bernardins, la Fondation des Bernardins, Connaissance des Arts et bien sûr la Fondation Notre-Dame et son fonds cathédral que je représente ce soir. 6 rendez-vous donc pour croiser les regards spirituels, culturels et artistiques sur ce lieu unique. Et nous terminons en beauté avec un sujet passionnant et qui ne laisse personne insensible, la création des nouvelles tapisseries de Notre-Dame. Un grand merci au Collège pour son accueil fidèle, à tous ceux qui, dans l'ombre, font exister ces conférences avec une rigueur et un enthousiasme constant. Je souhaite aussi saluer tout particulièrement les donateurs présents dans cette salle, et notamment les donateurs du Fonds cathédral de Paris. Votre générosité a permis de relever un des plus grands chantiers patrimoniaux de notre temps, et j'oserais même dire le plus grand chantier patrimonial de notre temps, certains disent même du siècle. Depuis 2019, la Fondation Notre-Dame a collecté plus de 350 millions d'euros à travers le Fonds cathédral, c'est-à-dire près de 50% de la souscription nationale auprès de plus de 62 000 donateurs en France et à l'international. Et nous avons également collecté 7 millions d'euros qui n'étaient pas à la charge de la souscription nationale qui a financé la restauration, mais pour financer l'affectataire, c'est-à-dire le diocèse de Paris, pour financer les aménagements intérieurs. Donc nous avons été de loin le premier financeur de cette restauration. Je voudrais aussi vous dire que le soutien que nous apportons à la Fondation Notre-Dame ne date pas d'hier, puisque nous étions là déjà avant l'incendie, et que c'est grâce à la restauration que la Fondation Notre-Dame avait engagée, et notamment en finançant la restauration des apôtres, que ces derniers avaient pu être élitreillés quelques jours avant l'incendie pour partir en restauration. Donc vous voyez, nous étions là avant l'incendie, nous avons été là pendant, et puis nous allons continuer à être là après l'incendie, puisque l'équipe de la cathédrale, l'équipe des prêtres et des chanoines qui sont là tous les jours au sein de la cathédrale, nous propose des projets pour continuer à embellir la cathédrale et puis permettre d'y avoir une accessibilité plus simple avec un certain nombre de projets. Je pense par exemple à des espaces d'accueil pour les bénévoles. La cathédrale a plus de 500 bénévoles qui sont présents au quotidien pour accueillir 1 million de visiteurs par mois, n'est-ce pas, Père? Donc, ils ont besoin d'espace, ces bénévoles, et puis pour accueillir aussi les chanteurs de la maîtrise. Nous avons également en cours un parcours sonore immersif pour faire entendre l'histoire musicale de la cathédrale. Et puis, pour continuer à embellir la cathédrale, comme je vous le disais, il y a la création de ces tapisseries d'exception pour les chapelles du transept nord que nous allons découvrir ensemble ce soir. Donc, vous le savez, la cathédrale est rouverte, c'est une grande joie. Et nous lançons donc un chantier, un nouveau programme de 5 ans pour Notre-Dame 2030 et pour accompagner toute l'équipe de la cathédrale dans ces nouveaux projets. Nous avons lancé une campagne en ce sens, et donc pour les 5 ans qui viennent, nous allons lancer justement et continuer à accompagner l'équipe de la cathédrale dans ces projets. Donc pour rendre ces projets possibles, nous aurons encore besoin de vous, et donc d'autres projets vont continuer à voir le jour. Nous vous les présenterons d'ici la fin de l'année dans leur globalité, et puis au fil de l'eau sur les 5 années qui viennent.
Pardon. Donc, mettre en lumière une œuvre en train de naître, c'est bien la thématique de ce soir. Et le père d'Heurberg ainsi que Sandrine de Susbiel sont là pour vous en parler. Je vous laisserai vous présenter si vous le voulez bien. Et je vous invite à rester avec nous après la conférence. Un verre amical vous attend à la sortie. Et je vous remercie encore pour votre présence, votre écoute et votre fidélité. Bonjour, je suis très heureuse d'être ici avec vous ce soir pour parler de la grande tenture de l'Ancien Testament qui va se fabriquer très bientôt à Paris et à Beauvais. Je suis Sandrine de Susbiel, directrice des manufactures de création d'art textile qui sont composées de 9 manufactures et ateliers. La manufacture des Gobelins, la manufacture de Beauvais, les 2 manufactures de savonnerie, de tapis au point noué à Lodève et à Paris, les 2 ateliers de dentelle, l'atelier du Puy-en-Velay, la dentelle au fuseau, et l'atelier d'Alençon qui fait encore, c'est un atelier conservatoire, de la dentelle au point d'Alençon, le point de France aussi. L'atelier de teinture des Gobelins, le Nîmes nuancier, qui est une grande bibliothèque de couleurs où nous archivons et numérisons plus de 17 000 couleurs qui ont toutes été créées à l'atelier teinture des Gobelins pour les œuvres textiles qui ont été fabriquées depuis 4 siècles, puisque cette manufacture a 4 siècles, moitié moins que Notre-Dame, mais... Elle est encore toute jeune finalement. Voilà, donc cet ensemble fait partie des manufactures nationales, qui est un établissement public qui a été créé au 1er janvier 2025, qui regroupe donc les manufactures d'art textile, la Cité de la Céramique Sèvres et Limoges, donc 2 musées, le musée de la Céramique à Sèvres et le musée Adrienne Dubouché à Limoges, une école des arts textiles, une école des arts céramiques, l'atelier de recherche et création qui est l'ARC, fondé par André Malraux et qui est un lieu où on prototype du mobilier pour les besoins des édifices de la République. Des ateliers aussi de restauration, de rentréture, notamment à Aubusson, où on restaure, répare, fait renaître des grandes tapisseries du grand siècle ou même plus récentes qui ont été abîmées avec le temps. Donc voilà, un ensemble qui finalement réunit 53 métiers d'art pour le rayonnement des arts décoratifs français, du design, de l'art, pour les besoins d'aménagement de la République, mais aussi pour le rayonnement en France et à l'international de nos savoir-faire d'excellence. Voilà. Voilà, donc ça vous dit à quel point nous collaborons avec un partenaire impressionnant, à la hauteur justement de Notre-Dame de Paris. Donc moi je suis le père Maxime d'Heurberg, je suis professeur de théologie, maître de conférence ici là, au Bernardin. Je suis aussi aumônier de l'école normale supérieure et puis je m'occupe aussi d'accompagner les commandes artistiques de la cathédrale. Et donc je vais simplement commencer par un petit peu retracer ce qui a déjà été fait, parce qu'évidemment ce soir donc, nous prenons cet exemple du partenariat avec les manufactures nationales parce que au fond c'est un exemple vivant, hein, c'est un work in progress. On est en train de mener cette commande là qui nous a occupé depuis essentiellement le début de l'année dernière, voilà, où on a déjà eu toute une année de sélection des artistes. Mais évidemment auparavant il y a tout, vous le savez, mais je vais juste le rappeler rapidement à vos yeux. Tout un travail dans Notre-Dame de création dont Sylvie a parlé, qui a été effectivement financé beaucoup par les donateurs, et dont là vous voyez les différents éléments, hein, qui sont numérotés, donc le baptistère,
l'autel majeur, l'ambon, la cathèdre, le tabernacle, la châsse reliquaire de la couronne d'épines, et puis les assises. Donc je les fais un petit peu défiler sous vos yeux, avec d'abord les assises de Yona Vautrin, qui ont été l'objet, là encore, d'une commande et de tout un travail. Le mobilier liturgique, qui occupe un peu la croix centrale de la cathédrale, avec ici donc le baptistère de Guillaume Bardet, l'autel avec de part et d'autre l'ambon et la cathèdre. Toujours l'autel, l'ambon de Guillaume Bardet. Donc se rappeler que tout ça a été évidemment déjà l'objet de cahiers des charges, de comités artistiques, d'accompagnement des artistes au fil du temps dans la réalisation, une fois qu'ils ont été choisis, pour adapter ça à la cathédrale elle-même. Ici, vous avez le tabernacle magnifique, donc avec le grand ciboire qui sert à contenir les hosties, mais qui peut être, où il y a par moments un ostensoir aussi qui est là pour l'adoration eucharistique. Alors, voilà, vous avez aussi... Alors, ça va, c'est en train de passer un peu vite. Je vais revenir en arrière. Voilà. Et puis, le reliquaire donc, de la couronne d'épines. Oula, j'ai un petit peu de... Je vais essayer d'être patient. Nous sommes dans un monde où tout va très vite, sauf les PowerPoint. Voilà. Alors voilà, le reliquaire donc, de la couronne d'épines de Sylvain de Buisson, donc avec ses grands cabochons de verre et or. Voilà, tout ça, ce sont des choses que probablement vous connaissez déjà. Et c'est dans ce cadre un petit peu qu'on a inscrit donc, la commande des tapisseries. Je rappelle que l'élément ferme de ce grand parcours de visite de la cathédrale, c'était l'abside, avec la clôture de chœur christologique, où donc, dans le collatéral nord, il y avait donc l'enfance et la vie publique du Christ, qui est ici sous vos yeux. Et puis au sud, les scènes de la résurrection, ce qui a orienté évidemment l'ensemble du parcours de visite de la cathédrale qui a été créé, avec dans le collatéral nord qui nous occupera au fond toute une partie dédiée à l'annonce du Christ dans l'Ancien Testament, un peu la figure du Père. L'abside est christologique, et puis ensuite le collatéral sud qui est aussi objet de création, cette fois-ci mené par l'établissement public. Donc ici vous voyez les différents mets de Saint-Pierre, mais donc une création qui cette fois-ci va être celle des vitraux. Là je vous montre quelques vitraux de l'abside des chapelles du déambulatoire de la cathédrale, donc c'est-à-dire ce qui entoure tout le chœur de la cathédrale, où toutes les chapelles Viollet-le-Duc sont conservées absolument intactes, avec leur décor et leur grisaille ou leurs vitraux. Donc vous voyez à quel point les murs peints et les vitraux qui étaient en soutien des murs peints sont dans un état extraordinaire, et combien tout fonctionne de manière magnifique. Dans le collatéral sud, les chapelles, en revanche, ont été grattées, comme dans le collatéral nord, de tout leur décor Viollet-le-Duc. C'est pour ça que vous avez désormais ces chapelles qui ont la même blondeur que la nef, alors qu'au départ, elles étaient peintes. C'est dans les années 60 que Pierre-Marie Ozas, inspecteur en chef des monuments historiques, a fait gratter les chapelles pour pouvoir faire revenir notamment les mets de la cathédrale qui n'étaient plus là depuis la restauration de Viollet-le-Duc. Donc c'était une manière de faire revenir le grand siècle, qui a eu un coût, puisque les décors Viollet-le-Duc ont disparu. Donc vous voyez à votre gauche la chapelle aujourd'hui Saint-Thomas d'Aquin, qui comporte un vitrail qui évidemment va demeurer en place. En tout cas, il n'a jamais été question de le bouger. Mais dans la chapelle que vous voyez à votre droite, la chapelle Saint-Denis, là en revanche, vous aviez ce qu'on appelait au fond des barrières polychromes de soutien, qui là sont désormais sans le décor auquel elles correspondaient. Et donc c'est là que se pose, en tout cas qu'il y a un projet actuel, dont je vous montre simplement une pré-esquisse, puisque maintenant les esquisses en taille 1 ont été terminées par Claire Tabouret. Mais donc il y a aussi ce projet qui lui est mené par l'établissement public de la cathédrale, puisque les vitraux font partie, ils sont meubles par nature, mais immeubles par destination, c'est-à-dire qu'ils sont voués à faire partie du corps bâti de la cathédrale.
C'est donc l'établissement public qui s'en charge et pas l'affectataire de ce chantier-là. Néanmoins, je vous le montre parce qu'il fait aussi partie des chantiers de création. Mais nous en venons à celui qui nous occupe. À partir du moment où on a donné ce nom d'allée de la promesse à ce collatéral nord, où il devait y avoir au fond cette annonce du Christ dans ce collatéral, eh bien, il s'est posé cette question de comment est-ce qu'on incarnait les nouvelles titulatures des chapelles, puisque les chapelles ont été renommées en fonction de cet Ancien Testament qui fait pleinement partie de la révélation chrétienne, mais nous ne disposions pas d'œuvre à la cathédrale pour incarner les nouveaux titres, les nouvelles titulatures des chapelles. Et donc vous voyez les différents noms qui ont été donnés, on y reviendra: Noé, Abraham, Moïse, Isaïe, David, Salomon et Élie. Autant de chapelles pour lesquelles il fallait donc au fond créer quelque chose qui permette de comprendre, d'incarner le mystère que nous souhaitions transmettre à la fois aux pèlerins, mais en fait aussi aux visiteurs, parce que passer par l'Ancien Testament, c'est mieux comprendre tout le mystère chrétien, et à travers ça, c'est mieux comprendre aussi la cathédrale Notre-Dame de Paris. Donc ce n'est pas simplement destiné aux croyants, c'est destiné de manière plus large à tous ceux qui veulent comprendre le sens profond de la révélation chrétienne et donc aussi le sens de la cathédrale. Alors, se posaient un certain nombre de contraintes particulières, on y reviendra après, mais la contrainte la plus importante et qui nous a conduit à l'idée de tapisserie, alors là, ce sont des ortho-images avant la restauration, je suis désolé, mais elles nous rappellent à quel point la restauration a changé les choses. Donc à votre droite, vous avez donc l'espace rouge montre l'espace projeté pour les tapisseries, et sur le mur d'en face, c'est le mur ouest, vous voyez qu'à chaque fois, donc je vous montre en particulier 3 chapelles parce que c'est celle qu'on évoquera le plus ce soir: la chapelle de Noé où il y a la naissance de la Vierge, la chapelle de Moïse, voilà, où il y a de nouveau donc un grand mets. Alors j'avoue que je ne me souviens plus très bien duquel il s'agit. Les mets dédiés à Saint Paul sont des thèmes des Actes des Apôtres, qui sont vraiment des épisodes très confidentiels, je dirais. Et puis la chapelle d'Élie, qui est un peu particulière, puisque là, il n'y a pas de mets en regard, il n'y a pas de grand tableau, mais il y a la clôture Viollet-le-Duc qui a été donc réinstallée pour créer un espace de confession et qui apporte ses propres contraintes puisqu'il faut que la tapisserie soit visible. Donc la dernière tapisserie, la tapisserie d'Élie, est une tapisserie donc, qui aura un format carré un peu différent des autres. Voilà. Donc vous voyez un petit peu les différentes contraintes. Comme il y avait déjà de très grands tableaux dans les chapelles, choisir le médium de la tapisserie, c'est choisir un médium qui ne prête il n'y a aucun reflet. Voilà. Ça permet d'avoir un immense mur de couleurs, ce qui permet de retrouver quelque chose de ce qui a disparu, puisque les décors Viollet-le-Duc ayant été complètement grattés, au fond, il y avait 2 options possibles: remettre de la couleur sur les murs, c'est ce que nous faisons dans le collatéral nord, ou bien choisir que les vitraux soient de nouveau porteurs de la couleur, c'est le choix du collatéral sud. Donc voilà un petit peu comment on a été conduit à cette commande de tapisserie. Et donc maintenant, je laisse la parole à Sandrine pour un contexte un petit peu plus des commandes de tapisserie dans une cathédrale. Déjà, pour essayer de répondre à la question, qu'est-ce qu'une tenture, qu'est-ce qu'une tapisserie et leur impact. Donc, dans l'histoire, donc, une tenture, c'est bien un ensemble de pièces textiles qui sont confectionnées dans de riches matériaux sur un thème religieux ou profane et qui servent au départ à parer ou à cacher des murs et qui sont destinées à être transportées de demeure en demeure. Et ça, c'est notamment au Moyen-Âge. Donc, au Moyen-Âge, l'exubérance et la deux-mesure d'un art naît. C'est la tapisserie du Moyen-Âge. Et on a tous, plus ou moins quand même dans notre imaginaire collectif, la tenture de l'Apocalypse qu'on peut voir à Angers, ou la sublime tapisserie de la Dame à la licorne qu'on peut voir au non moins sublime musée de Cluny à côté, à 2 pas d'ici. Donc cette tapisserie, elle est aussi, et ça c'est ça tire un fil jusqu'à nos jours, sans mauvais jeu de mots, elle est aussi un médium, un mode d'expression artistique majeur. Et on va le retrouver à travers les siècles, on va retrouver des tapisseries jusqu'à aujourd'hui.
Dès l'origine, ces tapisseries participent de la symbolique des lieux, et souvent des lieux où s'exerce le pouvoir, notamment lors de grandes cérémonies, qu'elles soient profanes ou religieuses, mais aussi de l'apparat de la noblesse. Elles sont un signe ostensible de richesse. C'est un art monumental, c'est un art qui s'applique à l'architecture et qui prend sa place donc dans des lieux, dans des châteaux, dans des cathédrales. Et qui permet de concourir à transmettre un message et à affirmer le rang et la culture de leurs commanditaires. Donc, on est sur des œuvres qui peuvent atteindre un coût de fabrication très élevé. Bon nombre de tapisseries ou de tentures dans leur entier ont été tissées de fils d'or, de fils d'argent, de soie, et puis évidemment de laine et de lin. Et dans des fils très fins. Donc on a tissé des grandes tentures jusqu'à 7 fils au centimètre, ce qui est très très fin. On a tissé aussi également du mobilier, puisqu'à Beauvais, la spécialité était la tapisserie d'ameublement. Très très fin. Et notamment les chairs des visages étaient aussi tissées très fines, et c'était une grande spécialité de Beauvais. Donc c'est une des particularités. On dit toujours qu'il y a vraiment un détail plus fin lorsqu'on compare les Gobelins et Beauvais, qui étaient très longtemps en concurrence. Elles ne sont plus aujourd'hui puisqu'elles font partie du même établissement, mais elles ont été très longtemps en concurrence. Tout ça pour arriver jusqu'à nos divins ornements. Donc difficile en effet d'imaginer à quoi pouvait ressembler le décor des églises sous l'Ancien Régime, mais les cathédrales et les églises étaient donc couvertes de tentures et tapisseries, de brocarts, de tissus qui décoraient somptueusement les murs et qui évidemment ont aujourd'hui disparu. Mais cette ornementation-là, dans les cathédrales et les églises, donc la tapisserie jouait un rôle ornemental fondamental. Alors, bon, j'avais trouvé ça, je ne sais pas si vous allez valider, mais que l'idée de ces ornements textiles trouvaient leurs origines aussi dans la Bible, et plus particulièrement dans les préceptes de Moïse appliqués au temple de Jérusalem. Tout à fait, et notamment la tente de la rencontre dans la Bible est un des seuls ornements tissés et avec une représentation. On dit toujours que l'Ancien Testament dit « tu ne feras pas d'image », mais juste après avoir dit « tu ne feras pas d'image », pendant plusieurs chapitres, on apprend à faire la tente de la rencontre. Et la tente de la rencontre, non seulement comporte l'arche qui comporte les chérubins, mais toutes les tentures internes de la tente sont ornées de chérubins. Donc ce sont en fait des tentures en forme un peu de tapisserie. Donc il y a quelque chose là qui donne une sorte de racine très ancienne si on veut aller chercher des fondements bibliques. Voilà, donc je crois qu'on va s'arrêter un peu sur précisément on va faire un petit zoom sur une célèbre tenture qui est la vie de la Vierge. La vie de la Vierge, elle est, pour la contextualiser, elle est créée suite au vœu formulé par Louis XIII en 1637 de consacrer son royaume à la Vierge à la Vierge Marie. Donc s'il parvenait à y ramener la paix et s'il avait un héritier. Je crois qu'il avait fait ce vœu qui a été peint. Il y a ce tableau très connu au Louvre qui le représente. Et à cette occasion, donc, le roi fait également la promesse d'élever dans le cœur de notre Dame de Paris un nouveau maître-autel et de l'agrémenter d'un nouveau décor. Exactement. Et donc là, vous avez... Donc à votre gauche, vous aviez l'état médiéval reconstitué par Viollet-le-Duc, et à votre droite, vous avez le réaménagement du chœur au grand siècle. Vous avez une coupe longitudinale avec donc à votre gauche à votre gauche, vous aviez le Viollet-le-Duc, et à votre droite le réaménagement grand siècle, et à gauche de la gravure grand siècle, donc il y a l'emplacement de l'hôtel du vœu de Louis XIII, dont nous conservons encore aujourd'hui donc la Pietà, et puis vous voyez qu'à droite de la gravure, vous voyez un grand tableau. Donc ces grands tableaux dont nous conservons 2 d'entre eux à Notre-Dame. L'un vient de rejoindre la cathédrale. Il y avait la visitation de Jean Jouvenet et nous venons d'accueillir donc l'annonciation de Claude Guyalet, qui sont désormais donc à l'entrée de la cathédrale. Mais vous voyez donc précisément à droite de la gravure, ça représente l'annonciation. C'est exactement ce que va représenter le Claude Guyalet. Et en fait, c'était l'emplacement originel des tapisseries. Ces grands tableaux sont venus remplacer les tapisseries
de la vie de la Vierge. Voilà, pour bien les situer Voilà. dans le visuel. Et cette tenture, elle correspondait à 350 mètres carrés de textile. Avec des cartons dont l'auteur était Philippe de Champaigne, qui était le peintre favori de Richelieu. Et c'est exceptionnel et extrêmement monumental. Et comme vous disiez tout à l'heure, les chanoines ont vendu la tenture à la cathédrale de Strasbourg. Et aujourd'hui encore, on peut en voir une partie. Je ne sais pas s'il l'expose en Il l'expose notamment pendant l'Avent et le temps de Noël. Ouais. Voilà. Donc c'est toujours assez limité. Mais et on peinerait à les replacer exactement au même endroit de toute façon. Enfin voilà, en tout cas, c'était... Parce que parfois, on pourrait dire... pourquoi vous n'avez pas fait revenir simplement ces tapisseries ? C'est pas du tout le même emplacement, pas du tout le même format. Mais en revanche, c'est un médium qui avait disparu de la cathédrale. Voilà. Et les grandes tentures et la commande publique de grandes tentures s'arrêtent avec l'Ancien Régime à la Révolution française, s'arrêtent et reprendront finalement il y a quelques années même dans les manufactures nationales. Le roi du Danemark, enfin la reine du Danemark, la reine Margaret, a commandé une tenture racontant finalement le roman national du Danemark, dont le carton est un grand artiste contemporain, Bjørn Nørgaard. Donc cette grande tenture est toujours exposée au palais de Christiansborg, a été réalisée en 10 ans par 60 lissiers des manufactures des Gobelins et de Beauvais. Et là vient de s'achever une partie du second volet, d'une seconde commande d'une grande tenture, toujours du Royaume du Danemark à la France. Et cette tenture sera révélée au Grand Palais lors d'une exposition qui démarrera le 10 juin ou le 11 juin. Enfin, je crois que le 10, c'est le vernissage. Voilà, donc je vous invite ensuite à aller voir cette grande tenture. Enfin, on renoue vraiment avec ces commandes. Et c'est vrai que là, la réalisation future de la grande tenture de l'Ancien Testament renoue avec cette tradition pour Notre-Dame. Vive les arts textiles. Voilà, donc là, vous avez un petit peu toute cette dimension-là. Effectivement, donc c'est... Et donc là, maintenant, je vais peut-être vous laisser encore la parole, Sandrine, pour un peu nous introduire aussi au travail des manufactures. Un petit peu. Oui. Voilà, alors, je suis désolée, on aurait dû être accompagné d'une lissière qui s'est blessée tout à l'heure et qui n'a pas pu venir pour commenter donc cette partie. Donc, je ne suis pas lissière, je n'ai pas ni mon brevet des métiers d'art donc de lissière, mais je peux quand même vous parler un petit peu du métier et surtout vous inviter à venir pendant les Journées européennes du patrimoine, le 3e week-end de septembre, visiter les manufactures, regarder les tapisseries, donc sur les métiers. Donc voilà les métiers de basse-lisse. Donc on parlait de Beauvais, ce sont les métiers de basse-lisse de la manufacture de Beauvais qui se déploient sur 2 sites, à Paris et à Beauvais. Et avant que le père de Maxime s'emballe, si vous pouvez revenir, nous avons un métier de haute lisse de la manufacture des Gobelins. Voilà, donc là les métiers sont vides, ces photos sont un peu tristounettes pour ça, mais bon. On voit les métiers. Donc voilà des œuvres en train d'être tissées. Donc en basse et haute lisse, puisque vous voyez, la basse lisse est horizontale et la haute lisse est verticale. Donc le principe est toujours le même. On tisse à l'envers. Donc avec pour la basse lisse. Alors là, on va rentrer un peu dans les détails techniques qui sont pas forcément ultra, simple. Enfin, quand on voit, c'est très bien. À expliquer, c'est pas forcément très intuitif. Mais disons que le modèle est reproduit sur un calque en basse lisse qui va être cousu sous la chaîne de fil qu'on appelle chaîne, dans laquelle on va entrelacer des fils. Donc là, c'est la trame. En suivant donc le modèle sur calque. Il y a des repères. Donc c'est assez mathématique. Elle compte les fils. Elle tisse à l'envers. Elle passe un petit miroir sous la chaîne pour pouvoir voir ce qu'elle tisse. Puisque c'est ça qui est très beau dans cet art textile, c'est que tout ne sera révélé qu'à la fin. Elle ne voit jamais en entier.
ce qu'elles font. Je dis elles parce qu'on a beaucoup de femmes dans nos ateliers, mais autrefois, sous Louis XIV, il n'y avait que des hommes, et je ne désespère pas qu'il y a des garçons qui tentent le concours et qui suivent. Il y en a un peu dans notre école d'art textile. Voilà, donc ensuite, eh bien voilà, vous avez là des outils, le peigne pour tasser. C'est tissé extrêmement régulièrement. Elles refont monter le calque, vous voyez, avec ce petit pic ici, pour affleurer la chaîne et pour pouvoir s'approcher, voilà, au plus près. Donc là, on est en basse lisse. On peut tisser des choses très très fines, comme je vous le disais tout à l'heure. Il y a plusieurs fils de laine ou de lin ou de soie ou d'or et d'argent, c'est fini, hein. On ne tisse plus d'or aujourd'hui, mais on prendra un tissu, un fil doré. Ça c'est possible. L'or, on le fera plus. C'est fini, il n'y a plus de droit. Voilà. Et ce que je voulais dire, c'est que... Attends, revenez un petit peu en arrière. Oui, sur chaque broche que vous voyez, là, ici précisément, donc, ce sont des flûtes, puisqu'on est en basse lisse, sont enroulés tous les fils qui, en se mélangeant, vont proposer une palette de couleurs supplémentaires. Donc, en général, on a... imaginons qu'on ait 3 à 5 couleurs. En fait, on a une infinité de tons possibles. Et c'est les mélanges de brins qui vont créer des vibrations et des couleurs et augmenter la palette. Voilà. Et la particularité aussi de ces savoir-faire, c'est qu'on peut absolument tout tisser, tout traduire, un dessin, une gouache, une aquarelle, une photographie. On peut tout réaliser. La tapisserie, c'est un art du trompe-l'œil, c'est un art de l'illusion, c'est un art du décor monumental. Voilà, et ça apporte et ça renforce les modèles. Donc, c'est vrai que tout à l'heure, on va vous révéler les modèles de Michael Armitage et Michael Barcelo, qui sont déjà très puissants, mais il faut imaginer que la tapisserie va tout surécrire, appuyer, renforcer. Voilà, c'est vraiment le propre de cet art. Et nous, aujourd'hui, pardon, après, les tapisseries qu'on connaît anciennes, évidemment, elles n'ont pas les couleurs qu'elles avaient, puisqu'elles se sont... les pigments étaient naturels, tinctoriaux. On ne travaille pas avec les mêmes matériaux qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, les couleurs restent. Enfin, on espère qu'elles vont rester pour des siècles et des siècles. Mais il faut vraiment imaginer... c'est un peu comme quand vous regardez une statue grecque. Elles étaient peintes. Elles n'étaient pas toutes blanches. Les yeux, tout était très puissant. Ouais, c'est exactement la même chose pour la tapisserie. Donc, voilà. Oui, je crois que c'est aussi un point très important. Cette création, c'est vraiment une création au carré, si on peut dire. Hein. C'est-à-dire qu'il y a le diocèse a commandé les modellos, en fait, les œuvres à partir desquelles les manufactures vont tisser donc pour la DRAC, donc qui gère la cathédrale et qui seront en dépôt. Mais au fond, donc, il y a une sorte de création en 2 temps, avec d'abord les artistes qui font les cartons, et ensuite une création nouvelle à part entière à partir de ce que vont faire les manufactures. Et ça, c'est très enthousiasmant aussi. C'est le regard et l'analyse d'artistes lissiers qui vont travailler ensemble. C'est une œuvre collective. On n'est pas seul sur une tapisserie. On est sur des métiers qui font 6 mètres. Donc forcément, voilà, on peut... Alors, du temps de Louis XIV, il travaillait à 7 sur 6 mètres. Là, les conditions de travail ont évolué. On est en 2025. On est à 4 maximum. On a un petit espace vital quand même. On a un peu de place pour travailler, déployer ses gestes. Mais c'est vrai que... voilà, en ça, c'est très intéressant. Là, on est à droite. Nous sommes dans l'atelier de teinture où sont en train de sécher des bleus qui ont été réalisés pour... une œuvre de Fabienne Verdier, l'artiste contemporain, la peintre. Je reconnais ces bleus. Ici, nous avons ces petits échantillons, en fait, sont ce qui nous sert à échantillonner, justement. C'est ce qu'on trouve au Nîmes, au nuancier de l'atelier des Gobelins, et ce sont des couleurs qui nous permettent de nous approcher de l'œuvre et d'échantillonner les couleurs qu'il va falloir reteindre. Bon, soit on les a dans les stocks, mais de toute façon, en général, il y aura toujours des teintures à faire pour réaliser la tapisserie. Donc, c'est un travail qui prend 1 mois pour tout analyser, pour tout sortir, etc. Et puis après, les teintures sont lancées. Et souvent, les couleurs que vous voyez là, par exemple, portent le nom de l'artiste pour lesquelles elles ont été réalisées. Donc, il
il y aura sûrement des bleus Barcelo. Bon, vous verrez tout à l'heure des verts. Voilà. Sachant que donc, vous me disiez, c'était 17 000 couleurs dans le nuancier et qui sont faites à l'œil nu. À l'œil, à la lumière du jour, comme depuis 4 siècles. Voilà, c'est aussi ça que je trouve enthousiasmant. Puisqu'on teinte toutes nos laines. C'est ce qui est aussi très enthousiasmant dans cette commande, c'est que on est à la fois dans quelque chose de très contemporain et en même temps de très ancré dans des savoir-faire extrêmement anciens. Et c'est vrai que je vous encourage à aller visiter les manufactures. On remonte le temps en franchissant un portail. Donc ça, c'est assez enthousiasmant aussi. Alors maintenant, moi, je vais peut-être un petit peu vous parler du thème spécifique de la tenture, de comment est-ce qu'on l'a réfléchi. Un des aspects importants de cette commande, c'est que ce sont des commandes où il y a un dialogue très serré, très constructif, mais aussi, je dirais, assez engageant en fait, entre les artistes et l'affectataire. Parce que c'est vrai qu'on a décidé, on a choisi de proposer un cahier des charges véritablement consistant, en disant au fond ce qu'on désirait, ce qu'on espérait. Et ce qui est très beau, c'est que autant Michael Barcelo que Michael Armitage ont répondu chacun avec leur caractère d'ailleurs très très différent, leur manière de faire très très différente. Mais à un moment, on avait interrogé Michael Armitage et on lui a dit mais au fond, qu'est-ce qui vous a plu aussi dans la commande? Et il a répondu ce qui m'a plu, c'est le challenge. C'est de devoir aussi entrer dans une commande avec des contraintes bien supérieures à ce que j'ai d'habitude. Alors même si, évidemment, ils gardent toute leur une part de liberté de création. Alors là, j'ai fait une slide qui est un peu une composition tirée du cahier des charges. On avait un certain nombre de choses qui, pour nous, étaient évidentes. Donc, il fallait rendre sensible la titulature de chaque chapelle. Mais un des aspects un peu complexes, c'est que vous avez un petit peu vu tout à l'heure les chapelles. Les chapelles sont relativement étroites dans le déambulatoire. On n'en a pas de vision globale. Et donc, ça veut dire que l'unité de la tenture va se faire, au fond, au fil de la déambulation, au fil de la marche des personnes dans la cathédrale. Ils vont pouvoir voir tenture après tenture, tapisserie après tapisserie, un élément d'une unique tenture. Et donc, c'est pour ça qu'on a choisi étant donné que les chapelles se ressemblent dans leur format et dans leur organisation, un des aspects premiers, ça a été d'imposer le format de chaque tapisserie pour permettre de créer précisément ce sentiment d'unité. Au début, on s'est même demandé si on n'allait pas mettre un cadre autour de la tapisserie pour créer de l'unité. Mais comme vous l'avez vu, on avait les mets en face, qui eux ont déjà des cadres assez imposants. On s'est dit que c'était pas nécessaire. Au fond, on a beaucoup allégé un certain nombre de contraintes, mais néanmoins, donc on a vraiment demandé à ce qu'il y ait une dimension d'unité, que chaque artiste, alors évidemment on en a pris 2, vous avez vu que pour la tapisserie de la Vierge, donc effectivement il y a Philippe de Champaigne, mais il y a aussi Charles Poherson qui avait participé à cette tenture. C'est fréquent qu'il y ait 2 artistes, et là c'est très intéressant pour nous qu'il y ait là encore 2 artistes, et on leur demande de faire que quand ils font leur tapisserie, au fond, alors nous on les a choisis pour qu'ils s'accordent au maximum entre eux, mais l'idée c'est que eux ils aient un peu ce sens de l'unité de la tenture. C'est pour ça que quand ils ont présenté leurs œuvres au départ, on leur avait demandé il y avait une chapelle imposée qui était la chapelle de Moïse, et puis ensuite ils avaient une chapelle libre, et donc ils nous présentaient 2 esquisses pour montrer un petit peu aussi comment ils se projetaient dans une œuvre multiple avec plusieurs œuvres à réaliser. Comme donc on était très heureux parce que c'est le collatéral nord, donc c'est très favorable pour des tapisseries, la lumière est très bonne. Un des aspects qui a été un des aspects de contrainte aussi, c'est que la cathédrale est un lieu qui s'empoussière extrêmement vite, donc on a demandé qu'il y ait peu de relief. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de texture, qu'il n'y ait pas d'effet de vie comme le décrivait tout à l'heure Sandrine, mais on a demandé finalement des tapisseries assez planes parce que à cause de la poussière. Et puis, vous avez vu que comme les murs sont désormais tous de cette belle blondeur du calcaire lutétien, c'est très beau, mais s'il n'y a que ça, ça peut devenir très austère. Et donc là, un des enjeux, on a demandé vraiment aussi que la couleur règne aussi et qu'elle vienne donner en fait cette vie à la cathédrale. Donc voilà, ça c'est un des premiers aspects. L'autre aspect, c'est que pour le diocèse, un des enjeux, c'était aussi de rendre la totalité de la cathédrale
finalement à la possibilité aussi de prier, de s'arrêter, y compris pour ceux qui ne sont pas nécessairement croyants, en tout cas de vivre un autre rythme. Jusqu'ici, on ne pouvait pas entrer dans ces chapelles, et à terme, en tout cas, l'espérance, c'est qu'on puisse aussi permettre aux gens d'entrer. Il y a des bancs qui ont été créés par Yona Vautrin pour qu'on puisse entrer et puis aussi s'arrêter. Donc la dimension de traduire une certaine intériorité, une dimension méditative était extrêmement importante là, du point de vue du fond de la dimension spirituelle. Et puis, on a un peu voulu renouer aussi avec ces grandes scènes narratives qui ont toujours orné au fond les grands édifices depuis vraiment les tout premiers temps de l'Église. Hein. Si vous allez à Sainte-Marie-Majeure à Rome, vous verrez qu'évidemment il y a l'image glorieuse de l'abside, mais le long de la nef, il y a toujours des images qui racontent l'histoire du salut. Et je rappelle qu'au départ, les mets n'étaient pas dans les chapelles latérales, ils étaient dans la nef elle-même. Hein. On racontait finalement l'histoire de l'Église dans la nef, qui est un peu l'espace des processions, l'espace de la déambulation. Au fond, l'espace qui vient dire la marche de l'humanité, et puis l'abside et le chœur, eux, sont beaucoup plus du côté de Dieu qui vient à la rencontre de l'humanité. Et donc, on a voulu retrouver cette dimension narrative, et à travers ça aussi, on s'est dit, on voudrait finalement, on a cherché des artistes figuratifs, et on a demandé, alors est-ce que cette figuration, évidemment, ne s'oblige pas à être une pure illustration qui reprendrait des gravures du 19e. On est au 21e siècle. Voilà, c'est une création d'aujourd'hui, un langage d'aujourd'hui. Mais néanmoins, on a demandé que la figuration, la dimension du symbole, soit présente et qu'elle puisse être lisible pour ceux... Alors évidemment, quand je dis lisible, même à l'époque d'un Botticelli, d'un Michel-Ange, d'un Caravage, il y avait toujours, au fond, toute une dimension de symbole qui était connue des commanditaires. Il y a toujours eu une complexité. L'art ne s'est jamais donné en un simple clin d'œil. Ça, je pense qu'il faut le dire, parce qu'on est dans des époques de l'archi-immédiateté. Donc, c'est pas parce qu'on a demandé la figuration que tout va être immédiatement interprétable. Au contraire, une grande œuvre, il faut pouvoir y entrer aussi à travers l'interprétation. Voilà, mais néanmoins, il y avait cette dimension donc, de figuration. Et puis, on a choisi qu'il y ait à chaque fois inclus dans la tapisserie, et c'est ça qui va donner aussi l'unité de la tenture, un verset écrit, donc qui sera un peu dans l'écriture manuscrite choisie par chacun des artistes. Et on s'est donné comme comme unité que dans chaque verset, c'est Dieu qui parle directement. C'est lui qui s'adresse à son peuple. Et en même temps, chaque verset permet de se projeter vers la venue du Christ. C'est-à-dire que toute cette allée de la promesse, elle raconte l'Ancien Testament, évidemment, les grands événements, les grandes figures de l'Ancien Testament qui annoncent le Christ. Noé, une nouvelle création, Abraham, la bénédiction de tous les peuples de la terre, Moïse, les hommes qui sont libérés par Dieu, etc. Et donc l'idée, c'est que chaque verset permette à la fois d'expliquer la scène et de se projeter vers le Christ. Alors je donne qu'un exemple, je vais vous en donner plutôt 3, comme ça vous aurez un petit panel, parce que j'en vois qui écarquillent les yeux pour essayer de lire ce qui est là, évidemment dans une évocation d'un cahier des charges qui comportait un certain nombre de pages. Et en plus là, il n'y a pas l'annexe, c'est-à-dire qu'il y a une annexe au cahier des charges avec à chaque fois une page A4 pour présenter chaque figure biblique dans laquelle évidemment chaque artiste a pu se plonger. Pour la chapelle de Noé, qui représente la création, donc Dieu parle et dit « Voici que j'établis mon alliance avec vous et avec tous les êtres vivants », ce qui est vraiment au fond le fondement biblique. Donc cette alliance qui s'incarne évidemment dans le Christ, qui est vraiment la rencontre entre Dieu et les hommes. La chapelle de Moïse, où Dieu dit cette fois « J'ai vu la misère de mon peuple, je suis descendu pour le délivrer ». Dans la chapelle de Moïse, qui est évoquée, c'est la sortie d'Égypte. Et évidemment, je suis descendu pour délivrer mon peuple. Cette descente de Dieu qui parle au buisson ardent vient évidemment annoncer la descente par excellence, qui est l'incarnation du Fils. Donc vous voyez que chaque verset est riche de son accomplissement dans le Christ. Et je cite la chapelle d'Élie, qui sera donc la dernière, donc qui n'est pas au même format. Et j'en parle aussi parce que c'est la seule qui ne sera pas tissée par les manufactures nationales, mais qui sera confiée à un atelier d'Aubusson.
et qui sera là pour le coup financé. En tout cas, c'est un des éléments où en tout cas on peut contribuer au financement notamment de cette tapisserie. Donc c'est la chapelle d'Élie qui vient en dernier parce que Élie, ce sont les tout derniers versets de l'Ancien Testament. Hein. Et ces tout versets, eh bien, donc je vous les cite. « Voici que je vais vous envoyer Élie. Il ramènera le cœur des pères vers leurs fils et le cœur des fils vers leurs pères. » Ce qui est annoncé, c'est à la fin de l'Ancien Testament, l'annonce de quelqu'un qui doit venir pour réconcilier finalement Dieu et les hommes, évidemment hommes et femmes, hein, mais là ce sont les pères et les fils qui sont cités. Mais voilà, on cite ces derniers versets de l'Ancien Testament parce que c'est la dernière chapelle avant justement de basculer vers le Christ. Donc voilà un peu pour une présentation de ce cahier des charges. Et donc pour le moment, eh bien, pour l'évoquer, il y a simplement des tapisseries qui nous ont été prêtées par les manufactures. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui continue de les commenter brièvement. Oh oui, vous reconnaîtrez la Polynésie de Matisse, qui célèbre la création. C'est la première, ça. C'est voilà, c'est dans la chapelle de Noé. Finalement, les manufactures nous ont... vous nous avez ouvert le catalogue de vos collections pour qu'on puisse évoquer, en attendant de recevoir les véritables tapisseries, évoquer chacune des éléments. Donc la création... À votre gauche, vous avez le chêne de Membré par Pierre Bourraglio. Voilà. Tout en lin. Elle est toute en lin, celle-là. Ah oui. Incroyable. D'où les blancs aussi. C'est blanc pur, oui. Ouais. Parce que la laine n'est pas blanche, elle est écrue. Et donc, dès qu'il y a du blanc, c'est pas de la laine, c'est du lin. Ou de la soie. Mais là, c'est du lin. Et puis, à droite, donc, vous avez une grande tapisserie de Braque. L'oiseau. Qui vous évoque le format final des futures tapisseries. Donc 5,30 m par 3,80 m. Voilà, et qui, elle, est dans la chapelle de Salomon, donc la sagesse. Alors cet oiseau, cette colombe vient évoquer quelque chose de la sagesse qui s'incarne dans le Nouveau Testament par l'Esprit Saint. Mais vous voyez, tout ça, ce sont des évocations pour le moment. Ça fait 18 mètres carrés à peu près. Hein. Donc chaque tapisserie de la tenture, à part la 7e qui sera carrée de 3,50 m sur 3,50 m, font environ 18 mètres carrés. Donc c'est vraiment la taille de la Braque. On s'est calé là-dessus. Voilà. Et donc maintenant, on va vous présenter les artistes qui ont été choisis. Donc je laisse la parole à Sandrine. Oui, alors Miquel Barcelo, qui est né en 1957 à Mallorca, à Majorque, qui est un peintre, sculpteur, graveur, céramiste. Qu'est-ce qu'il a d'autre comme... il est vraiment un art protéiforme et il est souvent d'ailleurs comparé à Pablo Picasso dans son énergie de travail, de production assez géniale. C'est vraiment quelqu'un qui... Je vous ai apporté ce livre parce qu'il se raconte merveilleusement dans cet ouvrage si cet artiste vous intéresse, je vous invite vraiment à lire ce livre où il se raconte à travers ses dessins, ses peintures, ses céramiques, ses différents ateliers à Paris, à Majorque, mais aussi en Pays d'Ogon, au Mali, où il a vécu des années. Voilà, donc vous avez derrière... nous avons là une aquarelle et encre d'un matador des taureaux, et donc avec les taureaux, la figure des taureaux autour, et puis ces poulpes et ces poissons. Alors ça... Oui, mais je ne sais pas, c'est peut-être une aquarelle aussi. Non, je pense que ah non, c'est les huiles sur ces tableaux embossés. Voilà, c'est ça, tout à fait. Donc, on retrouve dans son travail les couleurs de la terre, de la mer, du ciel, des visages, des poissons, des fruits, du sable, des animaux, des grottes, de la littérature, des objets, des références à l'histoire de l'art. La Méditerranée, les anémones, des algues, des corps, des enfants, des bateaux. Bon, c'est ce qu'on va voir avec le Noé, mais c'est vraiment intéressant. Et ici, une commande qu'il a déjà honorée pour la chapelle du Saint-Père dans la cathédrale du Saint-Sacrement à Majorque, où il a réalisé sur 300 mètres carrés de murs. Là aussi, c'est 300 mètres carrés, mais donc ça remplace une tenture, mais cette espèce d'œuvre, sculpture, il dit toujours mes tableaux se tiennent debout et mes sculptures aussi, d'œuvres céramiques qu'il n'a pas apposées sur les murs directement, hein. Donc il y a eu un support qui a été fabriqué. Ils ont d'ailleurs tout fabriqué, tous les outils, utilisé des sièges de voiture pour créer
pour faire des panoramiques. Ils ont fait des échafaudages auxquels il était suspendu. Il plongeait ses mains dans la glaise, dans la terre, pour former en fait cette multiplication des pains et des poissons. Voilà, exactement. Hein. C'est pour une chapelle qui est la chapelle du Santissimo, donc du Saint-Sacrement. Ouais. Et au fond, il a choisi donc d'évoquer ça à travers la scène évangélique de la fraction des pains, de la multiplication des pains, où il y a toujours aussi des poissons qui sont aussi multipliés. Et donc là, il a fait sur les murs comme d'immenses bancs de poissons, et puis les pains qui sont aussi représentés. Une évocation totale, mais dont vous voyez aussi sur la diapositive de gauche, combien aussi elle est capable de s'insérer malgré tout dans l'ensemble, tout en restant très contemporaine, de s'insérer dans l'ensemble de la cathédrale de Majorque. Voilà, il faut dire aussi que cet artiste, donc catalan, est retenu parmi les 3 pour la Sagrada Familia et les derniers travaux qui achèveront la cathédrale de la Sagrada Familia à Barcelone. Donc là, voilà le thème de la mer qui nous introduit pour la future, la grande tapisserie de Noé, mais c'est aussi la naissance du monde, hein, la naissance des océans, racontée où l'homme va naître, hein, dans ce que dit la Genèse. Et donc il y a ce thème qui revient aussi beaucoup chez Miquel Barcelo. Et c'est vraiment un artiste de la vitalité intense de la vie. Tout est mouvement, tout est vie chez lui. C'est un artiste pêcheur, c'est un artiste pas agriculteur, mais enfin éleveur. Voilà, il vit beaucoup dans sa finca à Majorque, entouré d'animaux, d'oliviers. Il va pêcher et se baigner tous les jours. Voilà, et on sent ça vraiment dans son travail. Et on espérait qu'il soit là ce soir, mais il est à New York. Non, il est à Majorque. Il est à Majorque. Il est revenu, il est à Majorque. Ah oui, il expose aussi à New York en ce moment, en même temps d'ailleurs que Michael Armitage. Alors maintenant, justement, Michael Armitage, on vous montrera juste après donc les deux. Donc un tout autre monde. Un tout autre monde avec cet artiste qui a fait ses études à Londres, qui a beaucoup vécu à Londres, mais qui est d'origine kenyane. Il est installé aujourd'hui à Bali, puisque son épouse est indonésienne, mais donc voilà, il a fait le Royal College of Art. C'est un artiste qui explore les thèmes tels que des rituels locaux, les manifestations politiques, la vie végétale, le monde au Kenya. Il dit toujours, quand je suis à Londres, je travaille. Et lorsque je suis au Kenya, j'arrête tout et j'observe et je regarde. Et tout ce qui peindra le ramènera à son pays. Il a aussi une particularité, c'est qu'il peint sur un tissu souple étendu qui s'appelle le lubugo et qui est fabriqué à partir d'une écorce d'arbre qui est étirée, battue, trempée, tapée et qui va redevenir un autre matériau très utilisé au Kenya pour faire des petits objets, qu'il utilise comme support de peinture, une peinture qui retravaille par zone, par plusieurs couches successives. Une peinture qui présente du coup des craquellements et des trous qui sont liés au support sur lequel il travaille, hein, une matière organique. Ensuite, il coule les morceaux du tissu entre eux pour transformer, pour créer ces toiles. Et pour lui, c'est très important parce que ça le rapporte à l'Afrique de l'Est et à ses origines, donc à ce territoire. Et si on peut montrer une autre image. Peut-être celle-là. Voilà, oui, là où il y a l'évocation d'un monde végétal. Avec notamment le thème de l'arbre. Michael Armitage nous a aussi dit, parce que à la fois donc Miquel Barcelo a une vraie dimension aussi spirituelle. Donc là, on le voyait avec la chapelle de Majorque. Michael Armitage, lui, son grand-père était pasteur et il écoutait son grand-père. Les gens se rassemblaient pour que son grand-père explique aussi la parole de Dieu. Donc c'était un thème qui était jusque-là peu présent immédiatement dans ses œuvres, mais qui évidemment, vous allez le voir, va apparaître beaucoup plus là, dans son esquisse. Moi, ce que je peux compléter aussi, c'est quand on a un peu sélectionné aussi les artistes, il y avait aussi cette question de est-ce qu'ils sont capables au fond de créer et de composer de très grandes compositions avec une. Donc là, vous voyez qu'il y a des effets à chaque fois de superposition, avec là, par exemple, un visage qui apparaît dans une scène tout à fait contemporaine, mais au fond, une capacité à
à créer des ensembles, à jouer avec la couleur, à composer de très grandes scènes, puisque à l'arrivée, on aura donc 18 mètres carrés par tapisserie. Donc c'est quand même des un scènes enjeu. à narration multiple où en fait il y a un premier plan, un second plan, où il se passe plusieurs choses, et ce qui va admirablement bien fonctionner pour l'illustration de ces grands prophètes, de ces grandes histoires de l'Ancien Testament. Et puis la contestation collective, c'est bien à Moïse. Absolument. Voilà, Moïse, c'est la libération. C'est pas d'un côté des sujets un peu liés justement à des aspects de ce monde où il y a aussi des dimensions de résistance que représente Michael Armitage, mais en fait c'est aussi tout à fait présent dans la Bible. La chapelle de Moïse, elle est consacrée justement à la dimension de libération présente dans l'alliance biblique, l'idée que Dieu vient libérer un peuple. Et donc d'ailleurs c'est lui qui finalement ils avaient tous représenté la chapelle de Moïse, mais c'est à lui qu'on a choisi de la confier en définitive. Voilà, et Michael Armitage est jeune, hein, il a une toute petite quarantaine d'années, il est extrêmement collectionné, il est acquis dans tous les plus grands musées du monde, le MoMA, le Met, enfin il est vraiment partout, et il est aussi très très collectionné par Monsieur Pinault, à la Fondation Pinault. Voilà, une des choses aussi c'est vrai que là on a deux artistes qui sont des artistes éminents l'un et l'autre, des grands peintres de notre des très temps. grands peintres, et puis ce qui était aussi en fait très très important dans l'ensemble, c'est on les a pas choisis pour ça, mais il se trouve qu'ils sont tous les deux, c'est les deux artistes non français finalement qui vont collaborer à la cathédrale. Et finalement, en y pensant, on s'est dit aussi, il y avait une présélection qui était évidemment plus large, hein, mais finalement l'émotion aussi de l'incendie, quelque chose qui nous a révélé à quel point la cathédrale n'était pas juste finalement une cathédrale, c'est même pas simplement Paris, c'est pas simplement la France, mais finalement le rayonnement est véritablement mondial. Et on a vu aussi dans l'engagement de chacun d'eux, au fond, le fait que Notre-Dame avait une véritable signification pour chacun d'eux. Alors, plus facilement pour Michael Barcelot, qui a un atelier aussi à Paris, qui était là le jour de l'incendie, mais aussi pour Michael Armitage, à qui nous avons ensemble notamment aussi fait visiter la cathédrale avant et après l'ouverture, voilà, et qui a un fonctionnement où il travaille beaucoup plus lentement que Michael Barcelot. Et en fait, il a choisi d'engager tout son travail pour réaliser les tapisseries. Peut-être qu'il faut aussi qu'on détaille que donc, Michael Armitage va avoir 4 tapisseries. Il va réaliser donc les tapisseries qui représentent donc Abraham, Moïse, David et non, alors attendez, il faut que je m'y retrouve. Abraham, Moïse, Isaïe et David. Voilà. Et puis Barcelot va encadrer Armitage, donc pour les 6 tapisseries qui ont exactement le même format, Barcelot va ouvrir la série des tapisseries avec la chapelle de Noé, et il va refermer la série des 6 tapisseries de même format avec Salomon, et Barcelot va avoir la tapisserie qui représente donc Élie. Alors voilà, donc pour le moment, on peut vous montrer que 2 esquisses, parce qu'il n'y a que 2 esquisses qui sont 2 modellos. 2 modellos, pardon. Les esquisses, voilà. Ils ont montré des esquisses. Ce coup-ci, ce sont les modellos finalisés. Donc c'est à partir de ces 2 modellos que vont être tissés les futures tapisseries. Alors donc en fait, on va vous les dévoiler l'un après l'autre, et c'est un peu un choix, mais de vous laisser les regarder un petit peu en silence, tranquillement, et ensuite on les commentera brièvement. Donc d'abord Noé de Michael Barcelot. Voilà, et puis maintenant je vous montre la tapisserie qui représente Moïse, la sortie d'Égypte, enfin la chapelle, à chaque fois c'est le nom des chapelles, mais techniquement ça évoque évidemment la libération du peuple hébreu et la sortie d'Égypte. Alors les voilà maintenant l'une à côté de l'autre. Je vais peut-être
vous redonner la parole aussi, Sandrine, peut-être sur la question de comment vous, en fait, en tout cas, on en a un petit peu parlé avec les lissiers. Alors malheureusement, la lissière qui devait venir est pas là ce soir, mais comment est-ce qu'aussi on se projette vers une tapisserie, puisque évidemment, c'est pas ce qui sera dans la cathédrale, hein. Là, ce sont des modélos, et chacun des artistes les a prévus en tant que modélos, donc pas comme un en soi, comme une œuvre finale, mais comme une œuvre destinée à être tissée. Et parfois, on a eu des échanges, notamment avec Michael Armitage, qui avait prévu de faire des choses très, très détaillées. On l'a incité à simplifier pour qu'ensuite, ça puisse être réalisé en tapisserie. Oui, réalisé en 2025, puisqu'on n'est pas au XVIIe siècle. Donc voilà, il faut quand même qu'on tienne des délais et qu'on ne soit pas, comme je vous disais, plus de 4 sur un métier. Alors, tout de suite, évidemment, nous, en voyant ça, il faut que je le regarde. Donc, celui de droite pour vous. Non, en fait, c'est la même droite, en fait, parce que comme on est inversé. Oui, c'est la même. C'est bon. Pour nous, c'est à droite et pour eux, c'est à droite aussi. J'ai mis du temps à comprendre. Bah non. Je suis pas très. Si. Pour eux, ça, c'est leur droite. Et ça, bon, enfin, en tout cas, pour le Barcelo. Parce que là, vous m'avez perdu. Pour le Barcelo, ça nous a semblé évident que c'était pour les Gobelins. Il se trouve qu'on tisse un petit poisson Nazone et de Barcelo déjà au Gobelin, et ça, c'est un hasard. C'est comme ça. Et il est passé au conseil artistique. Nous, on fonctionne avec un conseil artistique. On présente des artistes devant un comité d'experts, enfin, composé de commissaires d'exposition, de directeurs de musées, d'institutions, etc. Et on a choisi de demander et d'aller voir Barcelo pour tisser une aquarelle. Donc là, on est sur une aquarelle pure dans laquelle il y a quand même de l'encre et du fusain. Ça nous a semblé évident que c'était pour les Gobelins, parce qu'on avait déjà pas mal travaillé sur les couleurs, sur la mer, sur les algues. Et là, on va travailler avec des techniques qui vont nous révéler... Enfin, il y a des passages de transparence qui sont incroyables. On a ce bateau blanc. On est déjà en train de se dire qu'il y aura du lin. Mais vous voyez ce centre de bateau, cet arc-en-ciel qui traverse ces personnages et cette lumière au centre. Et là, évidemment, on pense à de la soie tout de suite. Voilà. Donc, on va être dans vraiment quelque chose d'assez spectaculaire. Et... bon, ça nous a semblé une évidence. Donc voilà, c'est pour les Gobelins. Et puis, vous avez vu que les animaux vous regardent. Vous avez vu et qu'ils se révèlent aussi. Vous avez vu qu'il y a un petit mouton caché. Il y a une petite chouette cachée. Si vous regardez bien, vous allez la trouver. Donc voilà, c'est très ludique, c'est très doux, c'est très joyeux. Voilà, ils ont un peu mal au cœur, hein, parce que 40 jours de déluge fait qu'ils sont quand même un peu... voilà, c'est le petit animal devant. Et bon, c'est quand même assez merveilleux et tellement joyeux et ça fait vraiment du bien. Donc voilà, immédiatement, ça a remporté voilà, déjà un enthousiasme extraordinaire. Et Michael Armitage, donc avec ce pharaon, et que vous allez après nous expliquer, Père Maxime, et ces personnages enchaînés... bon, alors ils vont être libérés. Vous voyez bien qu'ils sont libérés parce qu'il y a tout d'un coup une action divine qui fait que c'est rompu. Voilà. Mais là aussi, il y a beaucoup de lumière et notamment dans ce ciel, il y a plus de détails. Là aussi, on pense tout de suite à de la soie, du lin dans le blanc très pur. Il y a beaucoup de lumière, des étoiles dans le ciel. Vous voyez cette comète. Et ça nous a semblé évident pour Beauvais. Voilà. Et bon, ça, c'est vraiment les deux premières qu'on ait. Hein. Il faut imaginer que des personnes vont travailler 5 ans sur chacune de ces tapisseries avec ce modèle sous les yeux en permanence. Voilà. À la fin, les lissières et les lissiers s'habillent aux mêmes couleurs que la tapisserie. Ils ne s'en rendent pas compte, c'est l'inconscient. Mais vous voyez, ils font corps et esprit avec ce qu'ils sont en train de faire. Et voilà, bon, nous, de notre point de vue, et technique et esthétique, on trouve ça absolument sublime. Voilà, et puis vous disiez aussi que en fait, il va y avoir un effet de renforcement oui. Par la tapisserie, oui. D'un point de vue aussi visuel. L'écriture va être renforcée, et pourtant vous avez déjà 2 images très puissantes sous les yeux. Il faut imaginer qu'elles sont fades à côté de ce que ça va donner en tapisserie.
Il y a vraiment une traduction textile qui va être faite. C'est vraiment ça sera une autre œuvre qu'on verra, hein, évidemment. Et qu'on verra, et d'ailleurs, tant mieux, parce que c'est quand même la destination est un édifice immense et très haut, mais on les verra de loin. Voilà, et alors il faut voir elles ne se concurrenceront pas non plus, hein, puisque chaque chapelle a son espace propre. Et en tout cas, moi, ce qui m'est beaucoup venu aussi en les découvrant au fur et à mesure, puis en discutant avec les peintres au fur et à mesure. Alors un petit peu moins pour Barcelot, parce que c'est vraiment plus un artiste du jaillissement, comme j'ai appris à le connaître. Un petit peu davantage avec Michael Armitage, qui avait quand même l'une ou l'autre question dans sa composition, de où placer notamment le verset scripturaire, où vous avez vu qu'il l'a mis en dessous du buisson ardent. Voilà, donc il y a on va lui demander de le grossir. Voilà, ça va probablement. Ça sera plus grand, le verset. Voilà, il faut se dire qu'il y aura encore d'autres ajustements en vue de la tapisserie. Pour moi, ce qui est très évident, c'est que le but aussi de ces tapisseries, comme je le disais tout à l'heure, c'est un peu de retrouver cette narrativité de l'histoire sainte, raconter l'histoire sainte. Et c'est sûr qu'en voyant Noé qui va ouvrir en fait la série des tapisseries, qui va être une sorte d'entrée un peu en mode majeur dans la tenture, ce qui m'a frappé, moi, très simplement, en ayant aussi un peu déjà vu beaucoup d'iconographie sur ce sujet-là, c'est au fond souvent, on s'attend un peu à cet arc-en-ciel qui est le signe de l'alliance entre Dieu et l'homme. Et là, au fond, je me disais, mais l'arc-en-ciel, vous voyez, c'est des moments où on a des révélations presque sur ce que la Bible nous dit. L'arc-en-ciel, en fait, ce sont les créatures elles-mêmes. Dans la création même, au fond, quand Dieu crée et quand il vient donner son alliance, c'est cette beauté même, en fait, qui est la possibilité du lien à Dieu. Donc, il y a quelque chose de véritablement théologique, toujours dans ce que font les artistes, dans leurs intuitions. Enfin, pas toujours, à vrai dire, mais quand c'est très bon, oui. Et là, il y avait un peu cette dimension-là. Et puis, vous parliez tout à l'heure de douceur, Sandrine. Et donc, c'est un des plus grands exégètes du XXe siècle, Paul Beauchamp, exégète jésuite, qui a fait toute une interprétation de la Genèse en disant, mais au fond, quel est le propre de Dieu dans la création ? C'est précisément la douceur. Et on a cette figure de Noé un peu jardinier, qui un peu évoque voilà, Dieu qui marche au jardin de la création. Voilà, quelque chose d'une évocation très douce. Et c'est vrai que j'avoue que j'ai aussi pensé que la cathédrale est visitée aussi par des enfants. Et moi, je me disais, mais il y a quelque chose d'absolument merveilleux, en fait, de se dire qu'ils peuvent entrer dans cette histoire sainte à travers ça, à travers cette scène vraiment très simple, et puis qui porte, au fond, cette préoccupation du créé qui est, je dirais, d'autant plus forte encore dans nos jeunes générations. Il y a quelque chose là de cette beauté qui vient se dire, qui me paraît tout à fait réussie, y compris pour dire la foi. Et alors, tout autre langage, évidemment, avec Michael Armitage, mais tous les deux, ce sont quand même des maîtres de la couleur, donc ça va pouvoir s'accorder, et c'était un peu un de nos soucis. Et là, on a vraiment une œuvre très différemment construite, parce que donc vous voyez que le pharaon, il représente vraiment, exactement comme dans la Bible, l'Égypte, au départ, c'est la mort. Et donc la mort, elle est représentée par... c'est le lieu où on construit des tombeaux. À la fin de la Genèse, d'ailleurs, Joseph dira « Ne laissez pas mes restes en Égypte ». Joseph a été embaumé en Égypte et dit « Quand vous sortirez d'Égypte, emmenez-les ». Donc la figure de la momie, au fond, c'est l'inverse de ce que la Bible veut dire. Donc on est vraiment... Il y a une manière là très puissante au bas de la tapisserie, à la fois de figurer la mort, et vous voyez que la momie est enserrée par un serpent, qui vient là évidemment faire le lien avec le récit de la Genèse, Pharaon qui a endurci son cœur, voilà, et évidemment vous voyez que la queue du serpent devient la chaîne des esclaves, au bout évidemment donc des pieds de Pharaon, on voit cette queue du serpent, mais qui est brisée par les mains de Dieu, qui viennent briser les chaînes de l'esclave. Avec cette représentation par simplement deux mains, c'est vraiment une représentation très classique de Dieu qu'on ne représente pas à l'époque médiévale. Par exemple, souvent l'action du Père va simplement être représentée par une main qui agit. Vous avez cette immense vague qui engloutit cheval et cavalier, comme c'est chanté toujours dans la veillée pascale. Et puis vous avez au loin ce buisson ardent où Dieu s'est révélé à Moïse. Donc Moïse, c'est la chapelle de Moïse. Moïse est très discret. Au fond, on le voit pas immédiatement comme apparaissant. On le voit simplement tout petit, au fond, devant ce buisson qui vient justement là encore dire Dieu. Et puis ce ciel étoilé
qui vient mettre un continuum, hein, parce que je rappelle qu'avant Moïse, il y aura la chapelle d'Abraham. Abraham, c'est celui à qui Dieu se révèle dans le ciel étoilé en lui disant, mais si tu peux compter les étoiles du ciel, eh bien c'est au fond l'ensemble de ceux qui pourront se dire tes descendants et avec lesquels je vais créer l'alliance. Donc à travers ça, vous voyez, une tapisserie qui va être encore davantage connectée avec les autres. Voilà, et normalement, traditionnellement, dans la tenture, les tapisseries ont donc cette bordure qui fait que les unes à côté des autres, elles font tenture. Et là, il n'y a pas de bordure, c'est un choix, vous avez expliqué, puisqu'elles sont face à des mets qui sont encadrés, bien sûr, mais aussi parce que elles sont autoportantes, hein, j'ai envie de dire, elles se suffisent à elles-mêmes. Et ce qui va faire tenture, c'est la présence du phylactère, du verset, qui sera très visible, parce que ça fera partie aussi du challenge des lycées, hein, c'est de rendre très visible cette écriture. Et il a déjà été évoqué de grossir l'écriture de Michael Armitage, qui est un peu, vu l'échelle actuellement, trop petite. Et puis évidemment, vous l'évoquiez, la couleur. La couleur, donc deux grands peintres qui peuvent cohabiter et faire tenture ensemble. Voilà. Nous sommes maintenant ouverts à vos questions, si vous souhaitez en poser. Alors, non, il n'y aura pas d'autres artistes. C'est deux. En fait, ça reprend un petit peu le thème d'une tenture. En fait, le risque en prenant à chaque fois ça a été évoqué, hein, on s'est posé ces questions-là. Le risque, ça pouvait faire un petit peu de faire un petit peu, je dirais presque musée en fait des artistes figuratifs du XXIe siècle. Mais surtout, l'argument le plus fondamental pour ça, c'était quand même au fond la précédente tenture à Notre-Dame avait été confiée à deux artistes, et c'est assez beau aussi de les faire dialoguer et en même temps de donner quand même un sentiment d'unité à travers deux manières de représenter plus contenues. Vous avez eu un petit temps d'arrêt à propos du financement de la tapisserie de la chapelle d'Élie, en disant que ça serait un autre financement par rapport au reste. Alors déjà, ça peut être l'occasion de laisser Sandrine dire aussi au fond comment en fait on arrive à avoir une tapisserie d'une telle qualité. C'est aussi parce que donc, les manufactures ont accepté de collaborer avec nous. Les manufactures nationales vont tisser, donc autant dire l'État va tisser pour la cathédrale Notre-Dame, dont l'État est propriétaire, en travaillant avec l'affectataire. Voilà, exactement. Donc c'est comme ça. Une tapisserie, 5 ans de travail, plusieurs personnes, des matières. Enfin, voilà. Et imaginez que c'est dans les manufactures nationales, on est sur des coûts. On ne les dit même pas, ça n'a pas de prix, mais c'est 250 000, 300 000 euros une tapisserie, hein, pour la sortir. Enfin, c'est normal, c'est des gens, des fonctionnaires qui travaillent, qui la tissent. Voilà, donc oui, c'est un coût. Maintenant, il y aura du mécénat il y aura un mécénat, il y aura un travail, même côté manufacture nationale, qui sera fait, bien sûr. On espère. Voilà, et donc toute cette partie, donc la tenture sera déposée donc auprès de la DRAC dans la cathédrale, et en même temps, à vrai dire aussi sur vos conseils, sur les conseils des manufactures nationales, il y a eu l'idée quand même pour la dernière tapisserie de faire travailler un atelier privé pour qu'aussi on fasse travailler un autre lieu de création de tapisserie en France, qui est les tapisseries d'Aubusson. Et donc là, l'atelier n'est pas encore choisi, mais donc il y aura la sélection d'un atelier qui tissera donc la 7e tapisserie. Mais comme pour le coup c'est un atelier privé, là c'est l'affectataire qui va financer la tapisserie d'Élie. Donc qui sera, on a déjà vu avec Sandrine des premières esquisses de Élie s'envolant dans son char de feu. On ne peut pas vous montrer des esquisses provisoires parce que pour un artiste ça fait partie de son travail de création, mais on se projette déjà dans quelque chose de somptueux, voilà. Et avec donc cette tapisserie qui a un format différent et qui sera confiée à Aubusson, mais qui sera
quand même Enfin, nous, on va fournir en les harmonie. laines teintes et on va travailler ensemble et on va faire un cahier des charges pour que les ateliers répondent et regarder comment ils travaillent. Ça peut pas être avec d'autres laines parce que on peut pas prendre le risque d'avoir des laines qui n'ont pas les couleurs des deux autres tapisseries de Barcelo, puisque ça sera une œuvre de Barcelo qui sera tissée dans les ateliers privés. Voilà. Après, je rappelle aussi que toutes ces pièces, bon, à part la dernière justement qui appartient complètement au diocèse, mais la tapisserie reste propriétaire de l'État. Si vous voulez, elles sont déposées dans la cathédrale, bien sûr, mais elles sont dans les collections nationales. Il reste une question. Est-ce que les artistes se sont côtoyés pour faire le concours ou les artistes se sont découverts en présentant leur esquisse, quoi? Alors, ils ne se sont pas rencontrés, ils ne se sont pas découverts, ils ne se sont pas côtoyés, mais je pense que ça va venir. Et moi, c'est mon rêve. C'est, voilà, qu'ils se rencontrent. Michael Armitage habitant Bali, ça, en fait, c'est une des difficultés. Voilà, Mais ils ont beaucoup, beaucoup de respect et d'admiration l'un pour l'autre. Ça, c'est sûr. Je ne sais pas si Michael parlait anglais. Oui. Pardon, juste une question, parce que Est-ce que ce sera des tapisseries de haute lisse ou de basse lisse? Les deux. Ça sera vraiment ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire le Moïse sera tissé à Beauvais. Basse lisse. Basse lisse. Et le Noé au Gobelin. Haute lisse. Juste deux questions. Vous avez dit donc que ces tapisseries seront la propriété de l'État, donc c'est un financement exclusif État. État et ses mécènes, et sauf la dernière. Alors, sauf la dernière. Donc la dernière, elle sera propriété du diocèse affectataire, avec un financement du Fonds cathédral de Paris, de la Fondation Notre-Dame. L'affectataire se débrouille. Voilà. Mais donc la Fondation Notre-Dame n'intervient pas, enfin le Fonds cathédral n'intervient pas dans le financement des autres, tapisseries. Et deuxième point, enfin je pense que c'est les lycées, vous allez me dire, mais pour vérifier que vous ayez une homogénéité, c'est le comité technique qui vérifie l'homogénéité des cartons à la fin pour les couleurs, comment vous... Alors, parce que les lycées, après, interviendront sur... Les lycées font partie du comité, au départ, de technique. Oui. Donc, ils ont donné leur avis en amont, etc. Et ensuite, l'analyse des œuvres, elle est faite avec eux, avec les artistes, en présence de Père Maxime, et moi. Et c'est vrai que pour sélectionner les artistes, les lycées ont eu leur parole parce qu'il ne fallait pas qu'on sélectionne quelqu'un qui soit irréalisable, qui soit trop, qui fasse quelque chose qui n'était pas du tout dans le. Après, ce qui se passe, c'est qu'il y a quand même deux phases à chaque fois. C'est-à-dire, il y a une première phase. Par exemple, ces œuvres-là ont pu être réalisées un petit peu plus vite parce qu'elles faisaient partie des œuvres dont chacun des artistes avait déjà présenté une version au moment du premier comité de pilotage. Et donc, au fond, il y avait déjà une validation. À la fois de l'ensemble du comité et puis et à l'arrivée du coup ça leur permettait de tisser. Mais pour d'autres, par exemple pour David, pour Abraham, pour Salomon et même pour Élie, il faut encore que les pré-esquisses soient un peu validées, qu'on considère que ça va dans le bon sens, et c'est des moments où oui, il y a quand même un dialogue entre alors en l'occurrence l'affectataire, parce que c'est l'affectataire qui commande les modélos et les esquisses, et l'artiste, pour qu'on garde quand même une certaine, qu'il y ait une fidélité au fond à l'histoire sainte, à ce qui est raconté. Donc là, il y a quand même quelque chose. Mais à vrai dire, sans non plus... vous voyez, c'est un peu ce point d'équilibre. On n'est pas là non plus pour brider la liberté de l'artiste, et en même temps, il faut qu'il y ait cette rencontre. Et je pense que c'est une des choses qu'on découvre dans ces commandes de Notre-Dame, qu'on redécouvre de manière plus profonde. C'est une collaboration très poussée entre l'artiste et le commanditaire, enfin si je puis dire commanditaire, et ça se joue aussi sur l'autre chantier qui est celui des vitraux, où il y a un vrai dialogue avec Claire Tabouret, y compris sur le cahier des charges iconographiques qui a été rédigé par l'affectataire, même si c'est l'établissement public qui mène la commande. Donc voilà, des choses qui sont... et c'est très fructueux de part et d'autre.
C'est ça qui est très impressionnant. Alors, c'est indispensable, de toute façon, ce dialogue. Sinon, on ne peut pas y avoir. Juste, ce sont deux grands artistes, mais il n'y avait pas de français à dimension universelle. Non, mais après, Michael Barcelo, il vit en France la moitié du temps. Il a son atelier ici. Ses enfants sont français. Enfin, je suis pas... Voilà. Oui, c'est vrai que Michael Barcelo, il est catalan et français. Une question toute simple. Donc, il y avait deux artistes choisis. Combien étaient-ils au départ? Et si j'ai bien compris, il n'y avait pas de français. Alors, si au départ, il y avait des Français. Et même des Françaises. Voilà. Voilà. Mais ceux qui ne sont pas choisis, en fait, ça fait partie d'une sorte d'élégance quand même que de... Voilà, si un jour ils veulent dire qu'ils ont participé, ils pourront le dire, mais ce n'est pas à nous de le faire. Voilà, on dit simplement ceux qui ont été choisis en définitive. Eh bien, merci à vous tous d'être venus nous avoir suivis si fidèlement. Merci Père, merci Madame de nous avoir fait rêver. Donc, au nom du Fonds cathédral de la Fondation Notre-Dame, nous sommes très heureux d'avoir pu organiser ce cycle de conférences et d'avoir pu vous rassembler autour de ce nouveau projet de Notre-Dame 2030, donc qui va se dérouler, comme vous l'avez compris, entre maintenant et jusqu'en 2030 avec de nombreux projets. On a compris pourquoi on allait jusqu'en 2030 en vous entendant parler de la réalisation des tapisseries qui prendrait 5 ans. Voilà, donc en clair, la collecte va continuer. Donc on vous remercie de votre soutien antérieur parce que c'est grâce à vous qu'on a relevé Notre-Dame et on espère bien que maintenant, c'est aussi grâce à vous qu'on va pouvoir continuer de la faire vivre. Et pour clôturer ce cycle de manière amicale, on vous propose un petit verre de l'amitié à la sortie dans le hall pour vous pouvoir éventuellement échanger avec vous et collecter vos premières impressions. Merci à vous tous et bonne soirée.